Médiasphère, Emmanuel Aumonier. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Médiasphère. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Véronique Reissoult, qui est une experte en stratégie de réputation, en communication de crise et spécialiste de l'opinion. Vous êtes également à la tête d'un cabinet de conseil, Backbone Consulting. Et votre actualité directe, c'est la sortie d'un livre, ce livre qui est juste là qu'on voit, L'Ultime Pouvoir, qui est paru aux éditions du Cerf à la fin du mois de mai. On va en parler, on va parler de ces médias sociaux, puisqu'ici on s'intéresse essentiellement aux médias. Et alors, d'abord le titre, L'Ultime Pouvoir. L'ultime parce que c'est le dernier, qu'il n'y en aura pas d'autres après, ou parce que c'est le plus saillant? Disons que c'est celui qui s'est le plus imposé ces derniers temps, puisque c'est presque le 5e pouvoir. On a le 4e, c'était les médias, qui est votre sujet. Et aujourd'hui, l'opinion publique qui s'exprime grâce aux réseaux sociaux est devenue un pouvoir à part entière. Donc on peut l'appeler l'ultime pouvoir. Il y en aura peut-être un autre après, je ne sais pas lequel, mais pour le moment, c'est sans doute celui qui vient d'émerger et qui vient de perturber quelque part la réalité des débats. C'est un pouvoir à part entière. Alors, un des problèmes liés aux réseaux sociaux que vous développez dans votre livre, c'est le fait que les gens qui sont sur les réseaux sociaux, parfois, n'ont rien en commun, n'ont pas de centre d'intérêt commun. Autrefois, il y avait les clubs de cigares, les clubs de pétanque, les clubs de football. Les gens partageaient une passion, un intérêt en commun. Est-ce que c'est parfois ce manque de commun qui génère autant d'agressivité? Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'agressivité. Le manque de sens ou d'intérêt commun en est un. Mais en même temps, les gens ont essayé de pallier à ça. Donc, souvent, ils suivent des hashtags ou des centres d'intérêt commun à l'intérieur d'un réseau. Mais c'est surtout souvent le manque de règles en soi et de moyens pour pouvoir suivre et comprendre ce qui est en train de se passer. Et puis, c'est aussi la réalité de aujourd'hui, vous avez une valeur sociale qui est qui en grande partie liée à votre visibilité, au fait que quand vous vous exprimez, vous soyez relayé. Et donc, ça veut dire qu'au milieu de millions et millions de messages, pour émerger, il va falloir être un peu excessif. Et malheureusement, l'agressivité est un moyen d'être un peu excessif et d'être repéré. Alors, il y a des millions, effectivement, de messages, et il y a aussi beaucoup de réseaux sociaux. On est inscrit sur plusieurs réseaux sociaux. Vous dites notamment qu'il y a 7,5 réseaux sociaux par personne dans le monde en moyenne, 5,5 en France. Parce que chaque réseau répond à un besoin spécifique? Alors, chaque réseau répond à un usage différent. C'est surtout ça. Donc, vous avez un réseau social, par exemple, qui est très professionnel, qui est LinkedIn, qui est un réseau social où, d'ailleurs, là, il n'y a pas tellement de polémique et il n'y a pas d'agressivité. C'est la réalité d'un lieu où vous pouvez exprimer votre position. Il y a beaucoup de bienveillance, d'ailleurs, et d'hypocrisie sur LinkedIn. Alors, je ne sais pas si c'est de l'hypocrisie. En tout cas, il n'y a pas d'agressivité puisque vous êtes là pour partager des points de vue professionnels et c'est un espace professionnel pour faire valoir ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous produisez. Donc, il y a peu d'agressivité, même si depuis quelque temps, il y a une réalité de prise de position plus politique ou plus personnelle qui commence à apparaître. Mais c'est un lieu, en tout cas, où les règles sont assez définies, on sait pourquoi on est là et on sait ce qu'on vient chercher. Après, vous avez des usages qui sont un peu différents. Si vous êtes un passionné de photos, vous serez plus heureux sur Pinterest ou sur Instagram. Si vous aimez plus la vidéo, vous serez sans doute plus épanoui sur TikTok. Si vous aimez les débats et les échanges, peut-être que Twitch et suivre des streamers, donc des émissions en direct sur lesquelles vous pouvez participer et débattre sera plus le lieu où vous voudrez être. Si vous voulez connaître les tendances de l'actualité et rentrer dans des clashs, comme on dit, Twitter sera le lieu. Donc en fait, il y a beaucoup de réseaux sociaux, mais ils répondent tous à des usages qui sont différents. Facebook va être le lieu où vous aurez plus d'amis, de famille. Enfin voilà, ça dépend à chaque fois de ce que vous voulez faire. Et alors, si les réseaux sociaux remplissent absolument presque tous les besoins, s'il y en a un pour chaque besoin, est-ce que
à terme, à long terme, on pourra vivre sa vie sur les réseaux sociaux, ce sera possible? Alors c'est triste à dire, mais il y a déjà des gens qui vivent presque leur vie sur les réseaux sociaux et c'est peut-être là la dérive aussi. Je vais prendre Instagram comme exemple. Il y a des tas de gens qui pensent que la vraie vie, en tout cas leur image projetée sur Instagram, c'est ce qui est important et ça donne par moments des vraies détresses, en particulier sur les adolescents qui peuvent imaginer que leur vie n'est pas aussi intéressante que celle qu'ils peuvent voir de leurs amis, qui essaient de donner une image rêvée, alors qu'on n'a pas tous des vies formidables au quotidien, tout n'est pas forcément photogénique en soi, et d'imaginer que votre vie et votre valeur, c'est ce que vous projetez, malheureusement, ça commence à arriver. Donc, vivre que sur les réseaux sociaux, c'est sans doute possible. Est-ce que c'est souhaitable? Non, vraiment pas. Et alors, le réseau social dont on pronostiquait un petit peu la chute, c'était Facebook. Pourtant, vous dites que c'est encore le plus complet, justement celui qui arrive à répondre à le plus de besoins. C'est-à-dire que c'est vrai que les plus de 50 ans, s'ils sont sur un réseau social, c'est majoritairement Facebook. Mais vous dites que si les plus jeunes continuent à l'utiliser pour certaines fonctionnalités, par exemple organiser un événement ou ce genre de choses. Alors, il y a eu une époque où on disait que ça allait disparaître parce qu'il y avait une expression qui était Mum is on Facebook. Ça veut dire que votre mère étant sur les réseaux sociaux et sur Facebook, difficile de raconter votre vie si vous voulez pas que votre mère soit au courant de tout. La réalité, c'est que c'est un réseau social qui est extrêmement puissant. C'est le premier dans le monde. Qu'ils ont des moyens pour s'adapter, donc ils proposent de plus en plus de fonctionnalités pour répondre à des nouvelles fonctionnalités qui pourraient apparaître ailleurs. Par exemple, lorsqu'il y a eu les chambres vocales qui sont apparues, eh bien ils ont tout de suite proposé des solutions pour qu'on puisse échanger dans des chambres vocales. Donc ils savent s'adapter, ils ont les moyens. Et effectivement, on quitte pas si facilement un réseau où on a quand même déjà des tas de relations. Oui. Donc Facebook ne disparaît pas si facilement que ça. Par contre, les usages, comme vous avez de plus en plus d'outils qui sont proposés par Facebook, eh bien les usages sont pas les mêmes. Donc les jeunes, par exemple, effectivement, ils y sont beaucoup pour organiser des événements. Ils vont moins raconter leur vie sur Facebook que leurs parents le font. Ils vont aussi, ça va être un lieu où ils vont discuter avec leur famille, souvent. Donc là aussi, ils peuvent, c'est transgénérationnel. Et puis c'est aussi un lieu où souvent ils viennent échanger et partager des informations sur l'actualité, se renseigner sur ce que disent les médias, parce que il y a un espace qui est très intéressant sur Facebook et qui est très suivi. Ce sont les pages des médias, les pages Facebook où ils poussent des informations. Et là, vous avez des discussions qui sont très intéressantes à suivre et qui vous permettent aussi de comprendre le pouls de l'opinion et de comprendre quels sont les sujets qui font surréagir et qui, donc, par essence, si vous avez une surréaction, ça veut dire que ça concerne énormément les gens. Intéressant, effectivement. Et alors, sur les réseaux sociaux, il y a toujours cette dichotomie un petit peu entre la volonté de grandir et la capacité à maintenir un espace de liberté. Au départ, les gens viennent sur les réseaux sociaux parce que c'est un espace de liberté. Comment on fait, comment ils font, surtout eux, pour réussir à rester séduisants? Vous dites notamment que dès que la liberté se réduit, finalement, c'est pas un problème parce qu'il y a un nouveau réseau social qui trouve la solution et les gens peuvent migrer. En tout cas, qu'il y a une offre qui est très, très grande, très vaste. C'est toute la difficulté et l'ambivalence dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire qu'on demande aux plateformes de réguler le plus possible et d'essayer de créer un lieu où on est préservé des fausses informations, où on va lutter contre l'antisémitisme, où on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de racisme exprimé, que les propos restent à peu près polissés. Mais la réalité, c'est que c'est compliqué, parce que quand vous empêchez les gens de s'exprimer, quand vous êtes dans la censure, puis ils vont aller parler ailleurs, donc ça, vous n'avez pas forcément résolu le problème. Vous l'avez résolu à un endroit, mais ils vont se retrouver ailleurs. Donc le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on modère, comment est-ce qu'on amène un peu de modération et un peu de bon sens dans l'expression, et comment est-ce qu'on peut dénoncer ou en tout cas attirer l'attention sur des propos qui vont trop loin. Et donc pour ça, eh bien plutôt que de se dire on va couper, il faut donner les moyens aux uns et aux autres, et c'est pour ça que je propose plutôt d'être dans une logique d'intelligence collective, parce que si les internautes eux-mêmes se régulent, ça n'est plus la plateforme elle-même, mais bien les internautes eux-mêmes. Et donc, où que vous alliez, vous allez retrouver cette logique de modération et de propos qui doivent être plus policiers ou en tout cas respecter l'autre. Alors, c'est-à-dire que vous ne croyez pas du tout à une régulation par les États
Et les plateformes, parce que pour vous, elles seraient contre-productives et elles annuleraient la plus-value du réseau social, c'est ça? Ouais, déjà, il y a une donnée assez pragmatique qui est que les plateformes doivent gagner de l'argent. Et comment elles gagnent de l'argent? Ce sont des sociétés privées qui gagnent de l'argent sur leur audience. Et malheureusement, des fausses informations, elles sont plus partagées que les vraies informations. Les propos haineux ou les discussions très animées et excessives suscitent de l'audience. Et donc, c'est difficile de demander à quelqu'un. Et elles sont plus partagées, elles circulent plus vite, vous dites, parce qu'elles sont mieux enrobées, mieux présentées que les vraies informations, qui sont un peu ennuyeuses finalement. C'est un peu ça, non? Les vraies informations, on ne prend pas forcément le temps et la peine de les présenter de façon, on va dire, attractive. C'est une vraie information, elle est partagée pour ce qu'elle est, une vraie information, alors qu'une fausse information, on va la mettre en scène, on va essayer de faire en sorte que le titre soit accrocheur, que les informations soient attractives, et donc vous allez souvent avoir, et il y a une étude du MIT qui le prouve, 6 fois plus de gens qui vont partager une fausse information qu'une vraie information, ne serait-ce parce qu'elle est peut-être parce qu'elle est subversive aussi, et aussi subversive, mais surtout c'est parce que elle est présentée d'une façon plus attractive et donc on a plus envie de la partager. Donc compliqué de se dire que on peut compter que sur la réalité les gens vont aller vérifier les sources et faire attention. Non, si l'information elle est plus attractive et qu'elle est fausse, malheureusement les gens vont la partager plus facilement. Il y a une autre question qu'on se pose notamment en ce moment, c'est celle de l'anonymat en ligne. Alors, lever l'anonymat en ligne, ça pourrait être le début de beaucoup de dérives, d'un espèce de flicage. Est-ce que c'est souhaitable, néanmoins, pour vous, pour éviter certaines dérives, ou surtout pas? C'est compliqué ce sujet parce que par bon sens, on se dit évidemment, s'il n'y a plus d'anonymat, il y aura beaucoup moins d'attaques. Pour autant, quand on regarde sur Facebook où il y a pas d'anonymat ou quasiment pas, parce que les faux profils, on les repère assez vite, ça n'empêche pas les gens d'avoir par moment des propos assez excessifs. Et voire même le fait de le faire à visage découvert vous oblige à aller presque un peu trop loin dans l'expression de votre contradiction parce que vous voulez soutenir votre point de vue. Ensuite, si vous regardez sur les forums, par exemple, il y a des forums qui sont très policés et très intéressants. Il y a des réseaux sociaux où vous avez de l'anonymat comme sur Reddit et où c'est autorégulé par les internautes et les propos ne sont pas particulièrement haineux, bien au contraire, et vous avez même des discussions très riches et très denses. Vous avez des forums, vous avez des discussions animés mais très policés, où les gens ne sont pas d'accord mais échangent de façon concrète, et où c'est totalement anonyme puisque c'est avec des pseudos. Donc ça n'est pas si simple, même si de nouveau, par bon sens, on se dit que si votre identité est révélée, il y a quand même des choses que vous ne pourrez pas dire aussi facilement. Mais voilà. Alors, il y a aussi une autre question, alors là, plus géopolitique, plus vaste, c'est les réseaux sociaux qui est particulièrement actif dans la production de ces réseaux sociaux, ce sont les États-Unis et la Chine. L'Europe est un peu à la traîne. Est-ce que c'est un problème grave ou qui pourrait être de plus en plus grave ces prochaines années, ou est-ce que vous observez au sein de l'Union européenne une réaction et peut-être la capacité de créer un réseau social d'envergure dans les années à venir? Alors, il y a de plus en plus de réseaux sociaux européens. Il y a de plus en plus d'acteurs et de startups qui essayent de lancer des nouvelles approches, souvent en prenant le contre-pied de réseaux sociaux qui existent aujourd'hui et qui sont des réseaux sociaux plus importants. Mais il est vrai qu'on a perdu un peu la souveraineté sur ces sujets ces dernières années. Après, est-ce que c'est dangereux ou pas? En fait, c'est plus un sujet politique qu'un sujet d'individu, parce qu'on va dire que les données que vous mettez en ligne, et il va falloir éduquer les gens à qu'ils comprennent, mais vous donnez des informations et vous n'êtes pas obligé de tout donner, et vous pouvez quand même essayer de vous protéger. Mais après, il est évident que vous avez les 3/4 des réseaux sociaux qui appartiennent à des entreprises américaines, donc vous donnez vos informations à des entreprises américaines, et puis vous avez le fameux TikTok et d'autres acteurs chinois, et donc vous donnez vos informations à
des entreprises ça nous chinoises. a beaucoup dérangé. Effectivement, récemment, il y a eu cette polémique quant à la collecte de données que fait TikTok et qui pourrait bénéficier à l'État chinois. Pourtant, ça ne nous dérange pas du tout quand c'est les Américains. C'est pour ça que je vous dis, c'est un sujet plus politique qu'autre chose, parce que dans l'absolu, TikTok collecte des informations, mais pas forcément plus que d'autres réseaux. En revanche, la question, c'est quand c'est une entreprise américaine ou quand c'est une entreprise chinoise, que font-ils de ces données? Et on part du principe que une entreprise chinoise est un peu plus contrainte par le gouvernement, et donc que le gouvernement chinois pourrait avoir accès à vos données. Mais là encore, c'est un sujet politique plus qu'un sujet lié à la réalité de votre liberté individuelle. Il y a aussi une proposition de loi et un projet de loi même plus exactement qui émanait d'un député la Renaissance, on dit maintenant. Sur les influenceurs, alors ça, les influenceurs, c'est les champions un peu des réseaux sociaux, ceux qui les utilisent en tout cas de la manière la plus performante, ceux qui ont l'audience la plus étendue, et on commence à se demander s'il faut réguler ces pratiques qui peuvent mener à de graves dérives. On a l'influenceur Dylan Thierry, je crois, qui va être peut-être jugé bientôt pour des faits assez graves. Est-ce que là aussi, on a pris un peu de retard, mais est-ce qu'on est en train de le rattraper? Et vous, quelle régulation? Est-ce que vous n'êtes pas généralement tellement en faveur de la régulation? Non, mais là, sur ce coup-là, oui, plutôt. Parce que c'est une règle... En fait, le maître mot pour être la transparence, que ce soit pour tous les sujets sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les algorithmes, on y reviendra peut-être, mais globalement, la transparence. Et donc, pour les influenceurs, le sujet, c'est que les règles soient posées, mais surtout que tout soit très transparent. Je fais la promotion d'un produit, j'ai été payé pour ça, je dois dire que je suis en train de faire la promotion d'un produit et que j'ai été payé pour ça. Donc vous devez commencer votre message en expliquant que voilà, vous avez un contrat ou que c'est comme on faisait dans les médias autrefois sur les publis rédactionnels. Vous savez ce que vous êtes en train de faire, vous savez que vous êtes en train de lire quelque chose qui a été acheté par la marque, c'est de la publicité, c'est une forme de publicité différente. Il n'y a aucun problème avec ça, à partir du moment où on sait ce qu'on est en train de faire. Donc la régulation pour au moins une transparence et l'énoncé clair de ce que vous êtes en train de faire, oui, c'est obligatoire. Je pense que c'est même le seul moyen de faire en sorte qu'on puisse avoir confiance encore en ce qu'on est en train d'écouter sur ces fameux influenceurs. Et puis pour des enjeux de santé publique aussi, puisque les influenceurs quand même vendent beaucoup de produits de beauté ou de chirurgie esthétique, d'intervention par exemple de chirurgie mammaire qui peuvent avoir des conséquences graves. Donc déjà de dire que vous avez été payé pour ça semble la moindre des choses. Et ensuite vous avez une réalité qui est pas spécifique aux réseaux sociaux, c'est que vous ne pouvez pas faire la promotion de quelque chose qui met en danger la santé publique. Donc appliquer la réalité des règles qui existent déjà, rajouter une nouvelle règle ne semble pas forcément utile. Par contre, être extrêmement vigilant et poursuivre les personnes qui font la promotion de produits qui mettent en danger la santé des gens, c'est indispensable. Et puis vous ajoutez à ça, là pour le coup c'est un peu spécifique aux réseaux sociaux, mais sur TikTok par exemple, vous allez être confronté, on va pousser des contenus qui correspondent à ce que vous avez regardé. Si vous avez une jeune femme ou un jeune homme qui a commencé à regarder des vidéos d'influenceurs sur de la chirurgie esthétique qui vous met en danger et qui sont exercées dans des conditions plus que douteuses, vous allez avoir plein de contenus qui vont être autour de ce sujet. Et du coup, ça va sans doute vous conforter, entretenir votre envie ou votre intérêt sur ce sujet et ne pas vous pousser à avoir une forme de discernement par rapport à ce que vous regardez. Donc là encore, de la transparence sur la réalité de ce que l'on est en train de regarder et des règles pour lesquelles on vous pousse des contenus me semble une des solutions, plus que de rajouter une couche, c'est de se dire, voilà, donnons aux gens la possibilité de comprendre ce qu'ils sont en train de regarder. Alors il y a les influenceurs qui, eux, sont extrêmement actifs, puisque c'est quand même un peu leur métier, ils publient énormément, et puis il y a 80% des usagers des réseaux sociaux qu'on appelle donc les lurkers, et qui, eux, sont assez passifs, sont les influencés, par opposition aux influenceurs, et c'est sur eux, finalement, que repose cet ultime pouvoir. Parce que... la réalité, c'est que je pense que dans les gens qui nous écoutent en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas actifs, qui sont simplement là pour regarder, pour lire, pour s'informer. Quand on dit qu'on n'est pas actif, ça veut dire qu'on ne commande pas, on ne like pas, on ne partage pas, mais
on lit, on regarde, on s'informe. Et donc ces gens-là ça représente une grande partie des internautes et des usagers des réseaux sociaux. Et c'est souvent là où ils viennent s'informer. Et là encore, la transparence, elle est importante parce que vous soyez confronté et qu'on pousse sur votre profil des informations, il faut que vous connaissiez les règles selon lesquelles on va vous les pousser. Bien souvent, on va vous pousser des gens qui pensent la même chose que vous, des informations qui correspondent à ce que vous regardez constamment. Mais il faut que vous le sachiez parce que l'esprit de contradiction, c'est aussi un moyen pour prendre du recul et comprendre ce qu'on est en train de faire. Et on n'a pas toujours l'impression, ou la connaissance en tout cas, du fait que ce qu'on est en train de regarder ne fait que vous conforter dans la réalité de votre pensée. Alors vous évoquiez juste avant les bulles cognitives, donc cet effet de renforcement de ce qu'on a déjà consulté par le passé. Mais est-ce que ça change véritablement quelque chose avec les réseaux sociaux, sachant que on a plutôt tendance si on aime le football, à avoir des amis qui aiment le football. Si on a plus de 50 ans, on est plutôt avec des amis de plus de 50 ans. Enfin bref, on passe quand même globalement notre vie, on peut trouver ça regrettable, mais avec des gens qui nous ressemblent. Non, c'est même assez logique et humain. Il y a des tas de sociologues et de psychologues qui se sont penchés sur le sujet. Et oui, c'est comme ça. La seule chose, c'est que vous le savez. La différence que l'on a sur les réseaux sociaux, c'est que souvent, vous n'avez pas forcément conscience de ça. Donc, le sujet serait de proposer aux gens de dire, est-ce que vous voulez avoir des avis et des informations qui ne viennent que de gens qui pensent comme vous, ou que des gens que vous connaissez, ou au contraire, vous voulez avoir des avis contradictoires, ou de poser la réalité de votre choix, parce qu'en soi, ça n'est pas du tout gênant d'être conforté dans une bulle, mais il faut que vous soyez conscient de ce que vous êtes en train de faire. Et donc, quand vous êtes passionné de foot et que vous ne voyez que des gens qui aiment le foot, vous savez que vous ne voyez que des gens qui aiment le foot. Oui. Alors il y a une réflexion aussi sur la viralité. Vous dites que c'est vraiment la clé dans la maîtrise des réseaux sociaux. Comment on fait pour que un post devienne viral, qui soit partagé, vu par énormément de monde? Alors, il y a quelques recettes. Elles ne fonctionnent pas toujours autant que les émetteurs l'aimeraient, mais il y a quand même quelques recettes. La première, c'est que, globalement, il faut que ça fonctionne sur le marketing de l'ego et le principe de l'ego. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit valorisant. L'information que vous allez relayer, elle doit être valorisante pour vous. Alors, elle peut être valorisante parce qu'elle est très intelligente, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est drôle, parce qu'elle est étonnante et incroyable. Donc ça, c'est déjà la base. Donc ça veut dire qu'il faut que votre post rentre dans une de ces catégories. Ensuite, les notions d'émotion sont extrêmement importantes. On appelle ça les triggers, les éléments qui vous font relayer. Et donc, il y a des émotions positives et des émotions négatives pour faire relayer. Donc, la joie, vous avez envie de la partager, donc vous allez relayer. La colère est aussi une émotion qui donne envie de relayer et qui mobilise. La tristesse aussi. En revanche, la peur va être plus paralysante. Vous avez des réalités aussi quand vous trouvez que les choses sont extrêmement angoissantes et que vous n'aurez pas la main dessus, vous allez moins les relayer. Donc voilà, globalement, l'émotion est extrêmement importante. Et c'est un levier de viralité et qui peut atteindre quelquefois des volumes énormes. Il y a un exemple que je cite dans le livre sur l'image du petit Elan, pour rappeler ce petit garçon qui était syrien, qui était décédé sur une plage. Cette image, elle a été partagée par une émotion qui était la tristesse. Et vous dites qu'elle a eu pour conséquence aussi, notamment une semaine plus tard, de changer la politique migratoire de l'Allemagne et de les faire accueillir davantage de Syriens. Ça a une influence réelle, c'est pour ça qu'on peut parler de l'ultime pouvoir, ou en tout cas d'un cinquième pouvoir, c'est que ce partage en masse a fait que les États ont dû réagir et que face à l'émotion énorme que cette image avait suscité dans le monde entier, il y a des États qui ont pris des mesures qui était certes latente, mais ça a été le déclencheur, en tout cas le révélateur de besoins et de l'attente de l'opinion publique par rapport à un sujet qui était extrêmement sensible. Alors les hommes politiques, ils sont devenus obsédés des réseaux sociaux, mais vous dites qu'ils s'en servent pas forcément toujours très bien. Alors il y a des exemples de bons élèves comme Donald Trump, comme Jean-Luc Mélenchon aussi en France, mais vous dites qu'ils sont
trop verticaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez dans le lâcher-prise, ils ne font pas assez confiance, et du coup, c'est pas forcément toujours exceptionnel. L'exemple d'Emmanuel Macron, par exemple, en 2017, en 2022, il est certes élu, mais sur les réseaux sociaux, c'est pas exceptionnel, quoi, sa présence. Disons qu'elle ne suscite pas d'engagement en soi. Et après, la réalité, c'est que les politiques, effectivement, ils ont pour habitude d'être plutôt dans une logique de la parole descendante. C'est ce que j'appelle l'approche verticale. C'est-à-dire que je vous donne ma parole et écoutez-moi. Et donc, ils se servent des réseaux sociaux pour partager leur parole et pour faire en sorte que les uns et les autres les écoutent et partagent à leur tour la parole. C'est pas forcément comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux. Les gens ont plutôt envie de converser. Ils ont plutôt envie qu'on prenne du temps pour leur parler directement, qu'on adapte le discours à la réalité de qui ils sont et où on s'exprime. Non pas le fond, mais la forme. Donc, parce que la sincérité, elle est clé aussi pour que vous soyez écoutés. C'est ce qui fait que voilà, il faut avoir le sens de la formule. Donc, c'est ce qui fait que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ça fonctionne bien. Il reste lui-même. Il fait pas semblant d'être quelqu'un d'autre, mais par contre, il va adapter son ton en fonction du lieu et de l'espace où il s'exprime sur les réseaux sociaux. Donc là où il faut sans doute changer quelque chose pour les politiques, c'est de se dire, simplement prendre le micro, entre guillemets, grâce aux réseaux sociaux et s'exprimer et émerger dans l'actualité grâce aux réseaux sociaux. Ça vous demande souvent d'être excessif dans l'expression pour que vous sortiez au milieu de l'ensemble des expressions des autres politiques. Ensuite, être uniquement dans le vertical, ça fonctionne moins bien. Il faut avoir une logique de dialogue et d'échange. Et enfin, se servir des réseaux sociaux dans un premier temps, et vous citiez Donald Trump, et il a été dans les premiers à faire ça, pour écouter. Parce que les gens s'expriment, donc c'est de comprendre quels sont les sujets de préoccupation. Vous disiez que lui et son équipe, avant chaque meeting de campagne, sur la campagne de 2016, je crois, ils écoutaient, enfin ils espionnaient un peu entre guillemets ce que disaient les gens sur les réseaux sociaux, mais à un niveau extrêmement local. Et qu'en fonction de ça, le meeting avait telle thématique ou telle autre. Est-ce que vous trouvez ça bien parce que, en fin de compte, le politique, du coup, parle de sujets qui intéressent les gens, ou est-ce que vous trouvez ça démagogique ? Alors moi, je pense que c'est déjà malin, parce qu'il y a une réalité, les gens s'expriment et on les espionne pas, puisqu'ils parlent devant, au vu et au su de tous. C'est intéressant parce que ça donne une notion de proximité, et je pense que les problèmes que l'on a souvent en politique aussi, cette défiance des deux côtés, elle est que il y a une forme de distance qui s'installe entre le politique et les citoyens. Donc c'est une façon d'être proche de leurs préoccupations. C'est pas forcément démagogique. Là où on devient populiste et démagogique, c'est quand vous dites aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre en ne le pensant pas forcément. Ou en ayant des propos caricaturaux. Donc, de parler des sujets qui intéressent les gens, c'est plutôt bien. Après, c'est la façon dont on en parle et la sincérité de ce que l'on raconte. Donc, on va dire que écouter ce que disent les gens, ça ne peut pas faire de mal. Ne serait-ce que pour une chose, c'est que ça vous permettra de voir quels sont les points potentiellement qui ne passent pas, que les gens ne comprennent pas, les éléments qui demandent un peu plus d'explication, de rentrer peut-être un peu plus dans le détail. C'est une façon intéressante de savoir si votre discours est en train de passer ou pas. Alors, il y a une autre question que je voulais vous poser, c'est celle de l'engagement. C'est-à-dire qu'on voit d'un côté que les réseaux sociaux ont permis de véritables révolutions, les révolutions arabes par exemple, des soulèvements, on peut appeler ça un soulèvement, les gilets jaunes par exemple en France. Mais est-ce qu'il y a une corrélation entre l'activité sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le fait de partager, par exemple, des opinions politiques, et le fait de voter après et de s'engager. Est-ce que plus on est sur les réseaux sociaux, est-ce que moins on vote ? Parce que parfois on se dit, on peut avoir l'impression que on participe plus activement sur les réseaux sociaux qu'en mettant un bulletin de vote. Il y a plusieurs réponses à votre question. La première, c'est que oui, ce que vous décrivez, c'est le slacktivisme. C'est plus facile d'être actif sur les réseaux sociaux pour soutenir une cause en likant ou en partageant. C'est moins engageant que de descendre dans la rue et d'exprimer son point de vue ou de s'engager sur le terrain en menant des actions. Donc ça, c'est une réalité. Après, les réseaux sociaux ont plus permis, sur les exemples que vous avez cités, ont permis aux gens de s'organiser, de se sentir moins seul ou de comprendre qu'il y a d'autres personnes qui partageaient les mêmes préoccupations ou qui traversaient les mêmes difficultés, mais ça ne part pas des réseaux sociaux. Il y a une réalité sur le terrain ou une réalité d'un ressenti que les gens ont et ils l'expriment sur les réseaux sociaux et ils s'organisent sur les réseaux sociaux. On peut pas dire que c'est parti des réseaux sociaux, c'est une simplification de l'organisation qui est permise par ces plateformes.
On va terminer cette émission avec le questionnaire des médias. Je vais vous poser des questions sur vous, votre pratique, votre consommation de médias. Alors, quel est le réseau social que vous utilisez le plus ? Je suis sur tous par essence parce que j'ai des outils pour massifier et regarder, mais à titre personnel peut-être plus LinkedIn parce que c'est un outil professionnel extrêmement pratique pour savoir ce qui se passe dans une profession. Et ensuite je regarde pas mal des streamers sur Twitch parce que je trouve qu'il y a toujours quelque chose de très intéressant dans leur décryptage d'eux. Alors, l'Ancien Monde, la chaîne de télévision que vous regardez le plus ? Peut-être Public Sénat. D'accord. Ah bah ils en seront heureux. Est-ce qu'il y a le dernier film que vous ayez vu au cinéma ? Est-ce que vous vous souvenez de... Alors c'était ce week-end à Cannes et c'était Elements, le Pixar qui faisait la clôture. J'avais la chance d'être à Cannes pour ça. La dernière pièce de théâtre ? La dernière pièce de théâtre, c'était un ballet la dernière fois que j'étais au théâtre, mais la toute dernière pièce de théâtre, ça s'appelait incroyablement en lien avec mon livre, mais c'était un concours de circonstances improbables, peut-être une synchronicité, comme on dit, et ça s'appelle Big Mother, et c'est une pièce que je conseille d'aller voir qui est absolument géniale. La mise en scène est improbable, c'est vraiment bien, c'est un thriller sur la réalité des big data, mais c'est vraiment bien, vraiment très très bien. C'est en lien avec notre sujet. La dernière série que vous avez terminée ? Alors, ça faisait ou que vous êtes en train de regarder. Je suis encore dedans. Plein de gens m'avaient dit de regarder Succession. Et je déteste regarder des séries parce que je ne sais pas faire les choses à moitié et donc ça me bouffe trop de temps. Et là, je me suis dit, bon, allez, je m'y mets et c'est incroyable. Incroyable. Et effectivement, ça me prend du temps. Eh ben, merci beaucoup d'être venu nous voir dans les studios de Radio J. Je rappelle que votre dernier ouvrage, L'Ultime Pouvoir, est paru aux éditions du Cerf. Je vous souhaite une excellente soirée ainsi qu'à tous les auditeurs de Radio J. Bonne semaine également.